Bienvenue à vous tous et merci pour votre présence si nombreuse pour cette nouvelle rencontre d'Hippocrate que nous avons intitulée « Choisir sa fin de vie, faut-il légiférer ?» Donc le public ce soir est composé à l'habitude des rencontres d'Hippocrate, de professionnels et de retraités du droit et de la santé, que vous soyez avocat, juriste, professeur d'université, formateur, étudiant en soins infirmiers, mais également en médecine, médecin, infirmier, cadre de santé, bénévole et aidant. Merci pour votre présence et pour votre participation. Merci évidemment à nos deux conférenciers. Monsieur Alain Claes, qui, comme il l'a dit au préalable, s'excuse de ne pouvoir venir et qui est en présentiel et qui est en distanciel, et je le remercie vivement pour sa participation. Et je sais qu'il reviendra dès qu'il peut sur Bordeaux. Je lui en ai fait la promesse. Donc merci Monsieur Alain Claes, que je me permets de présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est membre du Comité consultatif national d'éthique, qu'on appelle le CCNE, qui est co-rapporteur de l'avis du CCNE qui encadre la fin de vie et qui est également co-rapporteur de la loi Claes-Leonetti du 2 février 2016 relative à la fin de vie. Et notre autre conférencier, qui est lui bien présentiel, le docteur Antoine Meignet, médecin généraliste bordelais que de nombreux Bordelais connaissent et qui est également auteur du livre « Bon anniversaire Antoine », un livre plaidoyer pour le droit de mourir dignement. Le livre est ici. La conférence sera en 3 temps. Premier temps, M. Alain Claes va présenter le contexte et le cadre actuel et peut-être les perspectives. Et ensuite, le docteur Antoine Meignet va présenter, quant à lui, son témoignage et son combat. Ensuite, il y aura un temps de dédicace vers 18h45 qui durera 15 minutes où le docteur Antoine Meignet nous fait le plaisir de dédicacer son ouvrage pour ceux qui le souhaitent. Donc, quelques infos avant de débuter la conférence. Les rencontres d'Hippocrate, je rappelle qu'elles ont été créées en octobre 2010 à Paris dans le cadre de la politique d'ouverture de la Cité. Les rencontres d'Hippocrate sont des conférences ouvertes au grand public. Lors de ces soirées, des personnalités du monde de la politique, de la santé ou des sciences humaines et sociales viennent échanger et débattre avec le public sur des thématiques d'actualité liées à la santé et l'éthique. Donc pour la 9e année, les rencontres d'Hippocrate se produisent à Bordeaux sous l'impulsion des doyens des facultés de médecine et de la faculté de droit de l'Université de Bordeaux et également le conseil départemental de l'Ordre des médecins. La rencontre de ce soir est co-organisée donc par la faculté de médecine, représentée ce soir par le professeur Jean-Luc Pellegrin, qui est directeur du Collège Santé, que je remercie. Également la faculté de droit de l'Université de Bordeaux, avec son doyen, le doyen Pascal Combeau, qui est retenu à côté à l'ENM, mais qui s'excuse et qui sera là à la prochaine, et ainsi que le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde, avec son président qui ne saurait tarder, qui est Fabrice Broucas. Également, cette soirée est organisée également avec l'espace de réflexion d'éthique Nouvelle-Aquitaine, site de Bordeaux, et sa directrice ici présente, le professeur Averrousse. Donc je remercie. Cette rencontre ne peut se faire grâce au soutien également du groupe Pasteur Mutualité, qui est un groupe mutualiste d'assurance et services destinés aux professionnels de santé et qui est représenté ce soir par son directeur, Jean-Christophe Lamouliat, qui est le directeur des relations institutionnelles. Donc, les rencontres d'Hippocrate sont produites par le groupe LEH que je préside, groupe indépendant ayant pour mission la transmission de la connaissance en droit, éthique, gestion, management et stratégie de la santé autour de 4 activités: l'édition, la formation continue, le conseil et les événements. Donc pour aller plus loin, vous trouverez au sein de notre ressource numérique, la bibliothèque numérique de droit de la santé et d'éthique médicale, une multitude d'informations sur la thématique. Je vous invite à la consulter pour les étudiants comme les professionnels. Et enfin, une synthèse sera écrite et produite par l'Association des étudiants en droit de la santé, que je remercie, qui ont participé à la co-organisation
en vous accueillant et qui vont produire donc une synthèse. J'en profite pour les remercier vivement. La prochaine rencontre se déroulera le lundi 5 février et sera consacrée à la thématique du développement durable en santé. La rencontre de ce soir est filmée et sera retransmise sur notre chaîne YouTube. Merci Sébastien pour ces quelques mots. Je vais simplement poser un petit peu le cadre et passer immédiatement ensuite le relais à nos deux intervenants. Je voudrais simplement rappeler que l'art de légiférer est quelque chose d'extrêmement difficile et que lorsqu'on est sur des questions de fin de vie, c'est encore plus difficile de poser des principes généraux là où il n'y a finalement que des cas particuliers. C'est le grand mérite de la loi Leonetti, la première, d'avoir donné un cadre juridique à des pratiques, hein, bien évidemment. La notion d'arrêt de soins est apparue dans ce texte en 2005 avec une philosophie très claire qui était une philosophie de laisser mourir. La notion d'arrêt de soins a pu poser question. Qu'est-ce que l'on peut arrêter exactement? Est-ce que l'on peut arrêter l'hydratation artificielle? Est-ce que l'on peut arrêter l'alimentation artificielle? Le poids exact des directives anticipées également a pu poser question. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un second texte en 2016, la loi Leonetti-Claes, dont nous avons ici un des rédacteurs. Ce texte a été plus loin, précisément en précisant les soins que l'on pouvait arrêter, mais en ayant bien conscience justement que l'arrêt de ces soins pouvait provoquer des souffrances très importantes, et donc le relais devait être pris par une sédation profonde. La philosophie est restée la même, celle d'une philosophie de laisser mourir et non de faire mourir, même si les textes autorisent l'administration de traitements ayant pour effet secondaire de possiblement abréger la vie. Alors je ne vais pas dans le détail de ces textes, je donne simplement les grandes lignes pour poser un petit peu le cadre. La question qui nous interpelle ce soir, c'est de savoir s'il faut aller plus loin que la philosophie initiale de ce texte. Je le répète, laisser mourir. L'étape d'après, c'est faire mourir. C'est ne pas attendre la fin de vie, c'est anticiper sur des douleurs futures, sur une atteinte à la dignité potentielle, et laisser la possibilité aux patients de choisir le moment où ils souhaitent partir. Ce sont des choix évidemment qui regardent les uns et les autres et que le législateur s'en saisit actuellement, et c'est, je le répète, une réflexion qui est extrêmement importante. Ce sera sans doute une étape dans un futur assez proche. Et pour bien mesurer, je dirais, la difficulté d'appréhender ces questions, nous avons ce soir deux personnes particulièrement, je dirais, attentives à ces questions et qualifiées. En premier lieu, M. Alain Claes, donc, auquel je vais passer le relais, et puis ensuite le docteur Antoine Meignier qui vous expliquera, si vous êtes arrivé en avance, vous en savez déjà un petit peu, mais qui vous expliquera ce qui lui est tombé sur la tête un jour, et puis comment il a décidé de ne pas se laisser faire, à la fois par la maladie, et puis également par les textes de loi qui le privaient d'une partie de sa liberté. Alors, Monsieur Claes, je vous laisse la parole pour exprimer ce que vous le souhaitez. Ensuite, le docteur Meignier. Et puis, après, vous pourrez éventuellement dialoguer si vous le souhaitez. Et puis, bien évidemment, nous pourrons également échanger avec la salle. Comme je disais, Antoine Meignier, sur un sujet comme celui-là, j'aurais préféré être en présentiel. Parce qu'il n'y a pas que, j'allais dire, la parole, il y a le regard aussi. Et il y a ce qu'on peut ressentir dans ce type de débat. Je ne ferai pas une intervention sur le droit, je ne ferai pas une intervention sur le dédale de la médecine. Faut-il légiférer? Je le pense. Est-ce que ce sujet va être retenu par l'exécutif, puis débattu par le Parlement? Je le pense. Moi-même, j'ai été parlementaire 20 ans. Je me suis intéressé, je ne suis pas médecin. J'ai été à 2 reprises rapporteur des révisions des lois bioéthiques, c'est-à-dire le début de la vie. Et François Hollande m'a demandé avec Jean Leonetti
d'élaborer une proposition de loi en 2016. Ce que nous avons accepté, et j'y reviendrai. Pourquoi? Pour une raison simple, ce sont que sur des sujets comme cela, ça ne peut pas être des sujets politiciens. Et je crois qu'il faut suffisamment avoir une hauteur de vue pour trouver le chemin acceptable pour notre société. Alors c'est vrai, ce sujet de la fin de vie, lorsque je fais des réunions, que je regarde des personnes, chacun a en mémoire la fin de vie d'un proche, un membre de sa famille, les demandes qui ont été faites, les interrogations, les difficultés. À l'évidence, un parlementaire, la loi, ne peut pas prendre en compte l'ensemble de ces situations qui sont les unes et les autres singulières. Simplement, le rôle du législateur, c'est de trouver un chemin qui concilie à la fois la solidarité de la nation par rapport à un sujet qui est central, qui s'appelle la vulnérabilité, et l'autonomie de la personne. Je pense, sous le contrôle d'Antoine Meignet, je pense que depuis 20 ans, le législateur n'a pas changé de vision sur ce sujet-là, quelles que soient les majorités. Il a progressé, il a cheminé, mais il a toujours essayé de conjuguer solidarité et autonomie. 1999, ce sont la loi sur les soins palliatifs. C'était vraiment une démarche de solidarité, et j'y reviendrai, car un médecin généraliste comme Antoine Meignet connaît plus que quiconque cette problématique d'accompagnement de la personne. Il reste, je parle sous son contrôle, aujourd'hui encore 20 départements qui n'ont pas d'unité active de soins palliatifs. Ensuite, il y a eu les lois Kouchner. Loi Kouchner, qui est une loi d'autonomie, permettre à une personne de demander l'arrêt de son traitement. C'est quelque chose qui est, à l'époque, qui était extrêmement importante et lourde comme décision. Là encore, c'était concilier la solidarité et l'autonomie de la personne. La loi de Leonetti en 2005 est très importante aussi parce que c'est un sujet qui est devant nous. Les progrès scientifiques, les progrès techniques peuvent conduire parfois à une obstination déraisonnable. Et ceux et celles qui nous avaient sensibilisés à ce sujet en 2005 au Parlement, ce sont bien entendu les réanimateurs qui ont eu un rôle central sur ce sujet. C'est si vrai que aujourd'hui, au Comité consultatif national d'éthique, on réfléchit à un avis qui pourrait être sur le thème vulnérabilité et progrès scientifique. Donc, cette loi de 2005 est extrêmement importante. Et elle a été, il faut le savoir, rappelée lors de certains avis du Conseil constitutionnel. La loi de 2016, c'est trois choses, vous l'avez rappelé. C'est des directives anticipées contraignantes. Vous êtes juriste, je ne le suis pas, mais on avait pris soin de mettre un mot dans la loi, sauf si elles sont inappropriées. Et ce qui a permis au Conseil constitutionnel, il y a quelques mois, de rendre un avis, car il y avait un différend entre une famille qui prétendait que la personne qui était maintenue artificiellement en vie souhaitait aucune intervention avant la fin de sa vie, et les médecins qui considéraient dans la situation précise une obstination déraisonnable.
et ce qui a conduit le Conseil constitutionnel à dire que ces directives anticipées étaient inappropriées par rapport à la situation. La personne de confiance a été importante. On connaît tous, et moi je l'ai vécu très directement, le sujet de Vincent Lambert, où une famille se déchire sur la place publique, devant le lit de Vincent. Il n'y avait pas de personne de confiance, et c'est son épouse que j'ai eu l'occasion de rencontrer et ses parents qui se sont déchirés. Alors, dans la loi de 2016, soyons précis sur les choses, il n'y a pas d'arrêt de soins. Le soin doit durer jusqu'au terme de la vie. C'est l'arrêt de traitement. Et vous parliez, tout à l'heure, je vais y revenir, sur l'hydratation et l'alimentation artificielle. Ça a été l'objet d'un débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et je dois dire qu'en commission mixte paritaire, on a pu surmonter ce sujet. Alors, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, comment l'appeler? Moi, je l'appelle quelque part une aide à mourir. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, ce n'est pas le terme que retient Jean Leonetti. Il retient votre terme qui est de dire laisser mourir. Dire quand on endort la personne, il meurt dans son sommeil. Mais la loi est extrêmement précise. Lorsque le pronostic vital est engagé à très court terme, qu'il y ait des douleurs réfractaires et que le pronostic vital est engagé donc à très court terme, avec l'arrêt de tous les traitements, y compris l'alimentation et l'hydratation artificielle. Cette décision a été confirmée par le Conseil d'État. Alors, dans la pratique, on le dit une nouvelle fois, cette loi est mal connue, mais elle est formidable. Formidable pour rien toucher, ça règle tous les problèmes. Alors, moi, en tant que législateur, je vous réponds très clairement, cette loi, comme les autres lois, ont apporté des solutions entre solidarité et autonomie, mais ne prend pas en compte toutes les situations qui peuvent exister aujourd'hui, d'où notre débat ce soir. Et donc, je n'ai pas peur de dire que cette loi 2016, auquel j'ai contribué, ne règle pas toute la situation. Le hasard de la vie fait que j'ai été nommé au Comité consultatif national d'éthique en fin 2020. Et quand je suis arrivé, la question s'est posée et Jean-François Delfrécy m'a interrogé. Et donc, j'ai considéré qu'il était utile de revisiter les avis du Comité consultatif national d'éthique. Il m'a demandé d'être un des deux rapporteurs. L'autre rapporteur est Régis Aubry, et nous nous sommes mis au travail et nous avons, j'y reviendrai, remis notre avis du Comité consultatif national d'éthique au président de la République. Et suite à cette réunion, cette remise du rapport, le président de la République a engagé immédiatement l'organisation de la Convention citoyenne. Dans ce rapport, je ne vais pas faire tout l'historique, mais il y a deux sujets qui ont attiré notre attention et sur lesquels nous avons beaucoup réfléchi. Les soins palliatifs. Les soins palliatifs, et je vais être assez sévère, que je souhaiterais qu'on souhaite appeler les soins d'accompagnement. Car pour beaucoup de personnes, les soins palliatifs de beaucoup de familles qui ont vu un proche aller dans les soins palliatifs, c'est malheureusement les 5, 10, 15 derniers jours dans les soins palliatifs. Je crois qu'en France, il y a un vrai sujet concernant la prise en charge et la médecine de la personne.
Il n'y a pas de secret. Je parle sur votre contrôle, docteur Meunier. Si beaucoup de responsables de soins palliatifs ont commencé leur carrière médicale en étant généralistes, car ils avaient compris, avant beaucoup d'autres, l'importance de cet accompagnement et de cette spécialité médicale qui devrait être beaucoup plus reconnue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Au public qui nous écoute ce soir, je voudrais dire qu'aujourd'hui en France, il n'y a qu'un PUPH en soins palliatifs qui a été nommé à Grenoble. Donc, il faut faire des plans sur les soins palliatifs. Il faut de l'argent de l'État. J'en suis d'accord. Mais il faut que les doyens, la conférence des doyens en médecine, prennent conscience de l'importance des soins palliatifs. Si on regarde les heures de formation, en formation initiale pour un médecin, là encore, je parle sous votre contrôle, elles ne sont pas énormes. Pas du tout. Si je regarde la formation continue, elle est quasi inexistante. Donc, on est confronté à ce sujet aujourd'hui. Bien entendu, il faut que l'État s'engage plus, mais il faut que dans le corps médical, il y ait une mobilisation beaucoup plus grande. Le gouvernement, suite à notre avis, va rendre public son plan décennal. Vous savez que la ministre de la Santé, Mme Levadeau, avait commandé une étude. Cette étude est sur la table. Aujourd'hui, le président de la République en a pris connaissance de cette étude et devrait faire des annonces sur le développement, sur les 10 ans qui viennent, des soins d'accompagnement. Mais c'est essentiel. Et on est confronté, il y a des médecins dans la salle et peut-être des directeurs d'hôpitaux. Moi, j'étais président pendant 12 ans du conseil de surveillance du CHU de Poitiers. Il y a aujourd'hui des biais qui posent problème. Un jour, en conseil de surveillance, et j'avais un très bon directeur général, j'ai dit, monsieur le directeur, qu'est-ce qui vous rapporte le plus? Une chimio supplémentaire ou une journée d'accompagnement de la personne? Ce qui nous rapporte le plus, c'est la chimio supplémentaire. C'est lié, et je crois que le président de la République en est conscient, au fonctionnement de la tarification à l'activité. Mais la tarification à l'activité privilégie l'acte technique au profit de l'acte appareil. Donc, il y a une véritable réflexion. Et aujourd'hui, dans la culture médicale en France, lorsqu'une personne est dans un parcours de traitement en cancérologie, par exemple, les soins palliatifs ou les soins d'accompagnement doivent arriver en amont. Je ne parle pas, parce que je ne veux pas être trop long, de ces soins palliatifs dans des structures autres que l'hôpital, c'est-à-dire dans les structures médico-sociales, les EHPAD, ou à domicile. Là, on est confronté à d'autres sujets, la place de l'aidant, comment on peut accompagner les aidants, etc. Donc, sur ces sujets-là, je pense que nous allons avancer, et je veux être très clair, ça ne concerne pas uniquement le budget de l'État. Il faut que, encore aujourd'hui, d'un point de vue médical, car on le regrette, et c'est la réalité, on décède essentiellement à l'hôpital, qu'on puisse s'approprier la mort. Ce n'est pas un échec. Et je crois que nos concitoyens se sont réappropriés ce sujet après la Covid. Très concrètement, dans les EHPAD, quand les familles se sont rendues compte qu'on ne pouvait pas faire son deuil pour des problèmes sanitaires, tout cela est arrivé brutalement. Et il y a eu une interrogation extrêmement forte. Et c'est pour ça que ce sujet est aujourd'hui si prégnant dans les discussions. Et le deuxième sujet qu'on a eu à aborder sur cet avis, c'est la question essentielle. Est-ce qu'il y a une réponse éthique à une demande d'aide active à mourir?
C'était pour le comité d'éthique, non pas une révolution, mais un élément important. Et nous avons répondu oui. Nous avons répondu oui à un certain nombre de conditions, mais pour être tout à fait honnête avec vous, cet avis n'a pas eu récolté l'unanimité du Conseil. Du Comité national d'éthique, c'est normal. Le Comité national d'éthique, c'est à l'image de notre pays, il y a un débat sur ce sujet-là. Il y a sur les 45 membres du CCNE, il y a 8 membres du CCNE qui n'ont pas voté favorablement pour cet avis. Voilà la réalité. Les conditions de cet avis, vous les connaissez. Tout d'abord, il faut que la personne soit en mesure de faire cette demande, que la personne soit en situation où la pathologie dont elle souffre a un pronostic à moyen, ou voyons les termes, vital engagé, et qu'il y ait des souffrances, des douleurs réfractaires. Alors, c'est là où la collégialité, c'est ce que nous écrivons, doit intervenir. C'est-à-dire que dans une situation comme celle-ci, la personne doit être elle-même interrogée, questionnée pour savoir si c'est réellement sa demande. Et je crois que cette démarche collégiale est essentielle. Elle peut être composée effectivement de médecins, mais aussi d'autres personnes qui peuvent aider à cette démarche. Et si cette demande est vérifiée, il y a une prescription d'un produit létal. Et là, il y a deux situations, excusez-moi de simplifier ces choses suffisamment graves pour essayer de trouver les bons mots. La personne peut être en capacité de faire ce geste ou la personne n'est pas en capacité de faire ce geste. Et on a considéré au CCNE qu'on ne pouvait pas exclure des personnes qui étaient dans l'incapacité de faire ce geste. Voilà notre position. Est-ce que cette position, j'allais dire, cet avis règle tout? Non. Nous n'avons pas traité le sujet des enfants, qui est un sujet par lui-même extrêmement difficile. Mais il y a un sujet sur lequel, et c'est essentiel, on doit être très vigilant, et je pense que ça sera le cœur du débat parlementaire. Ce n'est pas autoriser ou pas un produit létal, mais quel accompagnement? Dans un pays comme la France, où le troisième mot de notre devise républicaine est la fraternité, on ne peut pas prescrire un produit létal à une personne si cette personne n'est pas accompagnée. On me cite souvent l'Oregon, qui arrangerait tout le monde, l'Oregon. Mais l'Oregon, quand le produit est prescrit à la personne, j'allais dire, est seule face à ce produit. Ce qui explique que simplement 60% des personnes qui reçoivent un produit létal prennent ce produit létal. Donc, l'accompagnement, la place du médecin, la place des équipes soignantes sont essentielles dans la réflexion. Voilà ce que je voulais dire pour décrire très simplement les choses. Je voudrais ajouter plusieurs choses. Tout d'abord, aborder un sujet comme celui-là, il faut plus être en questionnement qu'en certitude. Questionnement, ça ne veut pas dire on ne prend pas de décision. Je vous ai dit clairement que la décision doit être prise. Mais le questionnement,
c'est tout simplement voir le cheminement d'une personne dans sa maladie. Moi, je ne crois pas beaucoup aux sondages. En 95%, 97% des... C'est vrai qu'il y a une grande majorité de Français qui souhaitent, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit bien voir comment la personne chemine sur ce sujet. Et la deuxième chose, c'est que c'est une demande sociétale, c'est vrai. Mais cette demande sociétale ne peut pas être ignorée par les médecins. Je sais qu'il y a le serment d'Hippocrate, je sais un certain nombre de choses. Bien sûr, nous mettrons, si la loi se fait, il y aura la clause de conscience, ce qui est tout à fait logique, qu'il n'existe pas la clause de conscience en, dans la loi de 2016. Hein. L'Ordre des médecins n'avait pas demandé la clause de conscience en 2016 sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès, mais je pense que le législateur devrait mettre la clause de conscience sur un tel sujet. Donc cet avis, on l'a remis au président de la République. On a eu un débat très clair avec le président de la République. La convention citoyenne qui a eu lieu après que le président a mis en place, j'ai regardé de très près, je suis intervenu à la convention citoyenne, je le dis simplement, ça a été une convention qui a été une réussite. Ce n'était pas le cas de la première convention qui avait eu lieu, je ne sais pas si vous en souvenez, sur l'environnement. Mais là, ça a été une convention qui a été une réussite. Chacun a pu s'exprimer. Chacun a pu recevoir les informations qu'il devait recevoir en tant que citoyen. Et les résultats ont été, j'allais dire, extrêmement clairs, mais aussi extrêmement équilibrés. Il y avait 180, je crois, autour de 180, 17 conventionnels. Il y a eu un abandon. Une jeune femme qui était au chômage et qui a trouvé du travail. Et moi, quand je fais des réunions en France, parfois je dis, est-ce qu'il y a un conventionnel là? Et j'en ai à plusieurs réunions, j'en ai trouvé trois ou quatre qui se sont exprimés. Donc cette convention a été aussi un succès. Le président de la République, et j'étais à cette réunion, a reçu les conventionnels à l'Élysée. Et il a eu des propos très clairs suite au rendu de cette convention et a exprimé très clairement son idée de faire un projet de loi, d'élaborer un projet de loi. C'est le processus qui est en cours aujourd'hui. Alors je lis partout, il y a des hésitations, est-ce qu'il va reculer, est-ce qu'il va... Moi, je vous livre mon sentiment, je ne suis pas de politique, je livre mon... Qu'il ait pris beaucoup de soin pour discuter, échanger avec l'ensemble des courants religieux et philosophiques, c'est vrai. Qu'il ait pris beaucoup de soin sur un sujet qui est encore plus central, l'état d'esprit des soignants. À un moment où les soignants sont en souffrance, à un moment où, dans certains départements, il y a une crise pour trouver un généraliste ou un personnel soignant. Donc, toutes ces données, il les connaît. Et je crois qu'on aboutira et que ce projet de loi verra le jour, sera présenté en Conseil des ministres et après débattu à l'Assemblée. On parlait du parlementaire Falorni, que je connais bien, qui est de La Rochelle, a présidé une commission au Parlement pour évaluer la loi de 2016 et 2005. Ils ont fait un travail, ont été auditionnés, j'ai été auditionné sur ça, a fait un travail considérable aussi. Je pense que ce sujet concerne tous les groupes politiques et n'essayons pas de voir
des clivages politiques sur ce sujet. Je crois que chaque parlementaire est en mesure aujourd'hui de pouvoir s'exprimer et de faire ce chemin de réflexion. Et je vous le dis très clairement, sur un sujet comme ça, je suis contre tout référendum. Je pense que l'honneur de la démocratie représentative, au nom du peuple français, c'est d'être capable de pouvoir aborder et donner des réponses à ce sujet. Et puis, je dis avec les mots, mais quand j'ai eu à m'interroger, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Frédéric Worms, qui était un collègue du CCNE et qui est aujourd'hui directeur de l'école normale supérieure rue d'Ulm. Il disait, ce sujet si intime, c'est pas le choix entre la vie ou la mort. La mort est là. C'est de trouver pour chacun d'entre nous le chemin le moins pire. Je crois que c'est dans ces états d'esprit qu'il faut voir, j'allais dire, l'utilité et peut-être l'urgence de la loi. Les sujets juridiques, on trouvera des réponses. On trouvera des réponses. Je ne m'inquiète pas sur ce sujet. Simplement, sur des sujets comme celui-là, il faut plus utiliser la gomme que le crayon. Il ne faut pas que le parlementaire veuille expliquer dans le détail toute une série de choses. Il faut être extrêmement rigoureux parce que, pour le coup, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, sur des sujets comme celui-là, voient les choses de façon très précise. Alors, on m'évoque les sujets juridiques. Je vous ferai sur ce sujet qu'une remarque. La principale cour constitutionnelle en Europe, qui est la Cour constitutionnelle allemande, a pris des positions extrêmement claires sur ce sujet. Et sur ce sujet, la Cour constitutionnelle s'est prononcée très clairement, alors que le législateur n'a pas encore prononcé. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère pas avoir été trop long. Et je voudrais dire à Antoine Meunier, votre livre est une leçon de vie. Vous avez su, à travers des lieux qui vous sont chers, ce que je vous disais tout à l'heure, à la fois mettre en tension votre expérience de médecin généraliste et ce que vous vivez au plus profond de vous-même depuis l'annonce du diagnostic. Je vous remercie. J'avais envie de vous dire merci, de vous embrasser presque, mais je ne peux pas le faire, vous n'avez qu'à venir, je l'aurais fait, sinon avec plaisir. J'avais envie de vous dire merci pour plein de choses. Je crois que vous êtes la personne qui m'avait fait vivre. Je vais vous expliquer pourquoi, ça va vous paraître bizarre, mais quand j'ai appris mon diagnostic, pour les gens qui ne savent pas, j'ai une maladie qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique, une maladie de Charcot, qui a une évolution complètement pas régulière. La moyenne de vie est de 3 ans. Il y a des gens qui vivent plus longtemps, il y a des gens qui vivent moins longtemps. Mais quand on est médecin et qu'on a vécu ça, je n'avais qu'une envie, c'était de mourir de suite en étant en pleine forme, en me disant je ne supporterai pas la dépendance. Et j'y pensais vraiment. Heureusement, j'ai 2 fils et dont un qui m'a remué un peu, et un ami aussi, et un ami médecin, et qui m'a dit il faut bouger. Parce qu'on discutait souvent de cette loi. Et moi, je vous en parlerai après, parce que je l'avais vécu en tant que médecin. Et à ce moment-là, je me dis, je voudrais essayer de mettre ma pierre à l'édifice et de faire avancer un peu la loi. Et je disais, bon, il y a eu Leonetti, Claes, je vais rajouter mon grain de sel avec un petit ego démesuré qu'on a dans ces cas-là quand on est démoralisé comme je l'étais. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que je vous dis merci, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, tiens, mais comment faire pour pouvoir faire parler de ça? Eh bien,
j'aime bien écrire, donc j'ai dit je vais écrire. Donc j'ai commencé à écrire un journal qui au départ était un journal de bord. Et ensuite c'est devenu beaucoup plus philosophique. Moi j'ai la particularité de faire de la dérision, de l'humour dans les cas graves. C'était ce qui m'a protégé dans ma vie de médecin. Et puis au bout d'un moment, donc j'ai fait ça. Et puis progressivement, donc j'ai lu, j'ai appris votre loi, j'ai regardé Leonetti, la loi Leonetti du départ. Honnêtement, j'étais en colère contre cette loi. Parce que moi, je l'avais vécu. Donc je suis médecin, c'est une passion. Vous parlez des médecins qui ne sont pas formés aux soins palliatifs, où il n'y a pas de cours, je suis plus que d'accord avec vous. Mais moi, j'ai fait ce métier parce que j'ai une passion de la médecine. Depuis que j'ai 11 ans, je rêve de soigner, de soulager. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez ni médecin ni juriste, mais en tout cas, vous êtes humain. Et déjà, c'est beaucoup. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus rare de voir des gens qui sont humains. Et moi, j'ai essayé, dans mon métier de médecin, d'être humain. Donc, en fait, quand j'ai vécu la loi Leonetti en tant que médecin d'un ami qui avait la même maladie que j'ai aujourd'hui, qui était un de mes meilleurs amis, j'ai vécu une souffrance terrible. Cette souffrance terrible, elle était qu'à partir du moment où un jour, mon ami m'avait dit, voilà, j'ai cette maladie, c'est moi qui lui avais diagnostiqué, je te ferai un clin d'œil, parce qu'il ne pouvait plus que faire que ça, parce que vous disiez tout à l'heure, il faut pouvoir se suicider, entre guillemets, il faut pouvoir se donner la mort. Mais quand on a un maladie de Charcot, on n'a pas de main et on ne peut pas se suicider. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui le fasse à notre place. C'est très important. Il m'avait dit, est-ce que tu es d'accord pour signer un pacte? Allez, on tape, c'est bon, on va faire ça. Évidemment, quand on est un médecin, humain comme je pense l'être, j'ai dit oui, c'était mon meilleur pote. Il m'a dit, le jour où je te ferai signe, tu le fais. Bon, après, progressivement, ça n'a pas pu se faire parce que ça m'arrangeait pas du tout, parce que j'avais promis, mais je voulais le faire. Mais le jour où arrive le moment où il y a un malade qui est son meilleur pote, qui ne bouge que les yeux et qui vous fait signe avec ses yeux comme ça, qu'à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, et qui vous fait signe, c'est le 2 décembre, là, vous êtes très très mal. Vous êtes très très mal parce que vous devez prendre une décision. Et en fait, on est rentré dans le cadre de la loi Leonetti. Et à ce moment-là, ça voulait dire que c'était le malade ne se soignait plus. Voilà. Et moi, j'ai vécu un enfer parce que ça a duré 3 semaines. Je passais tous les jours. Tous les jours, je voyais mon ami qui était infecté, bronchite, des infections cutanées, des escarres. Je me suis dit, ça, je ne voudrais jamais le vivre pour moi. Après, aujourd'hui, je peux assumer de dire que longtemps après, j'ai tenu une promesse. Je l'assume complètement. Je suis déjà prisonnier de mon corps. Si on veut me mettre en prison, je vais de suite s'il faut. Mais je l'ai fait parce que ce malade était au bout, que sa famille était d'accord et que tout le monde était là. Néanmoins, j'ai passé plus de 18 mois chez un psychiatre parce que c'était dur pour moi de vivre ce que j'ai vécu, la souffrance qu'il a eue et l'aide à mourir que j'ai fait à la fin. J'ai fait mon devoir d'homme, de médecin, d'amis, bon, tout ça, je l'ai fait. Mais c'est très dur néanmoins. Ensuite, donc, quand j'ai eu la maladie, au début, qui est arrivée, heureusement, je vous dis, j'ai eu un fils qui m'a pris et qui m'a envoyé au Pays Basque, et il est là ce soir, et j'en suis fier. Je me suis dit, on va essayer de choisir, avant de parler de fin de vie, on va essayer de choisir la vie. Donc l'écriture m'a fait beaucoup de bien, surtout que j'ai toujours eu l'idée de reverser ce que je gagnerais de le livre, enfin pas ce que je gagnerais, je reverse à l'association pour la maladie de Charcot, qui s'appelle l'ARSLA, qui est une super association, qui se remue, qui sont des gens fabuleux. Parce qu'avant de mourir, si on peut trouver un médicament, je ne serais pas contre. Hein, voilà. Et avant de faire une loi, si on peut me prolonger un peu. Ce côté-là, ça m'a fait beaucoup de bien de le faire. Et ensuite, ce qui est très impressionnant, c'est que moi qui voulais mourir dans les 3 premiers mois en ayant appris cette maladie, eh bien, au contraire, j'ai eu envie de vivre. Et j'en ai une preuve formelle. C'est pour ça que c'est très dur, parce que moi qui prône de dire je veux mourir dans ma dignité, je mets un grand M comme médecine ou comme malade, je veux mourir non pas dans la dignité, mais dans ma dignité à moi. J'ai pas envie que mes enfants me voient avec des mouches comme j'ai vu dans les fesses de mon copain. Pas du tout. Moi, j'ai envie de mourir dans le bonheur, dans la joie, etc. Mais le plus tard possible. Et pour vous dire que moi qui prône ça et qui on pourrait dire je suis un fervent partisan de l'euthanasie, eh bien, au contraire, un jour, j'ai fait un infarctus, et je le dis pour les gens qui ne savent pas, au mois de juillet, donc il n'y a pas longtemps, je me suis enfermé dans une pièce,
J'ai pris la photo de mes enfants. Je me suis mis un maillot de rugby parce que c'était important quand même. Maillot de l'équipe de France qu'on m'avait donné, c'était bien. Et je me suis dit, maintenant, je vais me laisser mourir. Et puis, 5 minutes après, je me suis dit, mais t'as pas fini. Tu vas être grand-père. Je vais être grand-père bientôt. J'ai plein de choses à vivre. Alors que moi qui voulais mourir, et bien moi-même qui ai cette maladie où j'avais l'occasion de mourir, je me suis fait mon diagnostic, je me suis fait l'électro et voilà. Je me suis dit, ben non, j'ai encore des choses à vivre. Donc si moi-même, qui veux l'euthanasie, je me sauve tout seul de mon infarctus, ça prouve que c'est vraiment compliqué pour vous, les législateurs, sans avoir l'affect qu'on pourrait avoir, parce que voilà, mais n'empêche que ça veut dire que le sujet est vraiment compliqué. Donc, c'est très compliqué. Moi, je me suis sauvé d'un infarctus, sinon je ne serais pas là devant vous. Après, j'étais à l'hôpital, je me suis payé un Covid au mois de décembre, mais j'ai une force de vivre, une envie de vivre qui n'est pas possible. J'ai plein de choses à vivre. Par contre, j'ai envie que la loi évolue. C'est parce que vous parlez des soins palliatifs, ça me rend malade de savoir qu'il y a si peu de soins palliatifs. Quand on regarde dans la région où j'habite maintenant, dans le Pays Basque, il y en a un à Cambo, il y a 10 lits. Vous pensez que dans toute la région autour de Cambo, il y a 10 malades qui sont en fin de vie? Il y en a beaucoup plus, j'en ai rencontré, je vais en voir, je continue mon rôle de médecin. Il y a beaucoup plus de gens comme ça. Donc ça, déjà, les soins palliatifs. Après, il y a quelque chose que je veux dire aussi, la formation des médecins, je suis tout à fait d'accord. Je vois mon ami et prof qui est en face de moi, je sais qu'il a travaillé à l'université, on ne travaille pas là-dessus. Mais la motivation des médecins n'est absolument pas... À la limite, c'est orgueilleux ce que je dis, mais moi, j'ai fait médecine parce que j'adorais, je voulais être... Aujourd'hui, les médecins ont évolué. Moi, j'ai fait un sacerdoce. Je me levais tôt, je finissais tard, j'ai sacrifié sûrement ma vie de famille et plein de choses. Mais en plus, si on leur demande de faire des soins palliatifs, je crois qu'il faut que ça soit une reconnaissance de dire on va faire ça, c'est comme une spécialité, comme que si on faisait pédiatre, cardiologue, médecin de soins palliatifs. On a besoin d'être formé parce que personne ne sait faire les soins palliatifs. Si on n'est pas formé, personne ne le fait. D'autre part, et là, c'est là où je prends une position un peu ferme, c'est que je dis, arrêtons un peu l'hypocrisie. Je vois plusieurs confrères médecins qui sont devant moi, qui ont ma génération. Quel est le médecin généraliste qui n'a pas été auprès d'un malade, qui était en même temps son ami, et qui l'a aidé à mourir en toute hypocrisie complète, c'est-à-dire que c'était entre lui et moi, point final. Voilà. Et puis qu'on n'a rien fait, on ne l'a pas fait, on n'a pas légiféré. Mais on était fautifs. Mais je suis sûr, arrêtons d'être hypocrites. Je suis sûr que, j'ai devant moi un ami médecin qui a été même au Conseil de l'Ordre, je suis sûr qu'un jour il a été confronté avec un vieux malade qui a 95 ans, qui a un cancer du pancréas, qui a des métastases partout et qui a envie de mourir et que là on est là et on fait tout pour l'aider à mourir. Évidemment qu'on le fait. Et là où je trouve un peu d'hypocrisie quand on parle des soins palliatifs et de la sédation profonde et assistée, c'est qu'on n'est pas tous égaux dans la sédation profonde et assistée. Je connais très bien quelqu'un qui rentre dans un soin palliatif, même s'il y a une urgence, ça peut aller beaucoup plus vite pour certains et beaucoup moins vite pour d'autres. Parce que c'est facile. C'est vrai. Moi, je pense à quelqu'un de très important dans le milieu, enfin en France, qui a été en soins palliatifs. 2 heures après, il n'y avait plus de soins palliatifs. Donc c'était une euthanasie. Mais ça fait bien, on a dit, on était en soins palliatifs, sédation profonde et assistée. Mais c'est hypocrite, on n'est pas tous égaux. Le petit qui arrive, qui est inconnu, qui n'est pas connu, qui ne rentre pas dans le soin palliatif. Parce que pour rentrer dans le soin palliatif, quelquefois, il y a même de l'inégalité. Il y a des gens qui passent en priorité, etc. Je le connais, je l'ai vu. Il ne faut pas mentir. Et si c'est facile de pousser la seringue un peu plus fort, on le sait faire, tous on peut le faire. Mais ça peut durer une semaine. Alors ça a l'air de rien de dire une semaine. C'est très bien. Une semaine, c'est merveilleux. Une semaine, ça fait... Mais quand on est des enfants, et quand on voit son père ou sa mère ou même son enfant qui est en train, on dit on fait une sédation, et puis la personne, en fonction de l'efficacité du médicament, se retire, et le médicament ne fait plus de même efficacité, et que la personne, on a l'impression qu'elle se réveille, elle fait... Alors, tout le monde s'est dit, ça y est, c'est fini. Ah non, elle se réveille, elle ouvre les yeux, elle vous regarde avec un œil de chien battu. C'est affreux pour les enfants. Les enfants m'ont dit, en voyant des personnes à qui on faisait ça, mais qu'est-ce qu'on a souffert? 7 jours, c'est long, jour et nuit, de voir sa mère ou son père qui dort profondément, parce qu'on lui a bien mis la morphine et le tranxène ou autre chose, je ne sais pas quoi comme produit, et puis qui par moment, ça fait moins d'effet, se réveille, elle s'est dit, ça y est,
ils sont morts, tant mieux, elle va être soulagée. Eh bien non, elle se réveille et ça dure. Et je vous promets que 7 jours, j'ai plus envie de cette hypocrisie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur tous les plans. Mais moi, je me dis aujourd'hui, il faut légiférer pour, premièrement, protéger celui qui fera l'euthanasie, entre guillemets, le protéger légalement, que ça soit possible. Personne n'est obligé, parce que j'entends des médecins qui me disent « on n'a pas fait médecine pour pouvoir tuer les gens ». C'est un grand slogan, ça. Et on n'a pas fait médecine, on est là pour faire serment d'Hippocrate, pour soigner, pour se débrouiller. Non. On a fait médecine pour aider, pour soulager les malades, pour essayer de tout faire pour... voilà. Après, c'est pas si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas. Par contre, le malade aussi, s'il n'a pas envie de mourir, il ne meurt pas. S'il a envie de ça, si c'est pour des religions, des questions de religion, je comprends très bien, tout le monde n'est pas obligé, mais que ça soit la liberté, liberté pour tout le monde. Et arrêtons l'hypocrisie. D'autre part, je pense qu'il faut des cadres aussi pour certaines maladies, parce que j'ai vu, on prend au Canada, pour des gens qui ont des affections psychologiques, de dépression grave, ils peuvent bénéficier de l'euthanasie. Alors à ce moment-là, moi j'aurais eu beaucoup de malades qui seraient déjà morts, hein, parce que des dépressifs avaient des maladies, puis un jour ils rencontrent l'amour au coin de la rue, ils sont plus du tout dépressifs, ils vont nettement mieux. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait un cadre de loi. Honnêtement, je pense que cette loi, ça pourrait être la loi Charcot, quoi. Parce que je me dis que c'est quand même la maladie qui correspond exactement à la définition de l'éthique, où on se dit, voilà, cette maladie-là. Après, c'est très dur de mettre un cadre, parce que voilà, maladie d'Alzheimer en fin de vie, bon là, il faut une personne de confiance, et ça, c'est merveilleux, ce que vous avez écrit, c'est désigner la personne de confiance. On est tous, qu'on a 15 ans, 18 ans, 30 ans devant vous, là, devant moi. C'est facile, vous tapez sur l'ordinateur, vous désignez une personne de confiance, vous le remettez, c'est quelque chose, il n'y a pas plus simple, mais on peut le faire, c'est pas forcément à 65 ans quand on a un maladie Charcot, il faut le faire maintenant quand vous pouvez, parce qu'un accident de voiture peut vous arriver demain, et puis vous soyez comme Lambert, comme le petit Lambert, etc., et qui va décider? Donc il faut le faire maintenant. Et puis, je pense que dans les cadres de loi aussi, quand on dit à court terme, il faut bien définir qu'est-ce que c'est que le court terme. Le court terme, c'est quoi? Pour moi, au départ, je me disais, ça allait être 3 ans. Je vous jure, ça fait 2 ans. Dans 20 ans, je serai encore avec vous en train de discuter peut-être que la loi. Et donc, voilà, je me dis, heureusement qu'on ne va pas dire Charcot égale euthanasie. Non, il faut que ça soit bien défini. Quelle maladie, quelle personne, plusieurs décisions médicales, plusieurs médecins, un cadre. Voilà. Moi, je pense qu'il faut aussi des religieux, des philosophes, des anthropologues. Il faut qu'il y ait voilà, et qu'on décide, voilà, on fait ça, très bien, le malade est d'accord, la famille est d'accord, il ne bouge plus que les yeux, il est en fin de vie, il est en souffrance, et voilà. Cela dit, moi je pense que la loi va avancer, je fais tout pour qu'elle avance, je fais tout pour que la recherche avance, c'est pour ça qu'il faut que tous vous m'achetiez mon livre tout à l'heure, et ça ne va pas un centime pour moi, c'est pour l'association, comme ça vous allez peut-être pouvoir me guérir en donnant l'association, et surtout, ce que je voudrais, c'est que les gens se mouillent un peu plus politiquement, mais c'est très compliqué. Vous me dites que heureusement qu'il n'y a pas un référendum. Là, quand vous m'avez dit ça, j'ai pensé tilt. Si on disait qu'il fallait faire un référendum pour la peine de mort aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, le référendum, on serait très surpris par ça. Et pourtant, heureusement qu'il n'y a pas de référendum sur la peine de mort, parce que sinon, il n'a plus d'électricité. Pédalez un peu plus vite, monsieur Claes. Ça y est, on vous a récupéré. Donc je disais, le référendum là-dessus, jamais. Parce que référendum, et voilà. Ensuite, après, que ça soit inscrit dans la Constitution, notamment quand on parle de l'avortement. Imaginez l'avortement, aujourd'hui, s'il n'était pas inscrit dans la Constitution, et qui va être inscrit bien progressivement, dans pas longtemps, c'est que ça veut dire qu'on peut revenir, comme aux États-Unis, sur des choses comme ça. Donc il faut qu'il y ait un cadre de loi, que tout soit précisé, qu'il n'y ait pas de référendum, qu'on fasse confiance à nos députés qu'on a élus, et c'est notre choix aussi. Et puis que le président de la République, il lui reste peu de temps à faire ça. Je pense que Giscard a fait l'avortement, Mitterrand a fait la peine de mort. Après, il y a eu le mariage pour tous. Je pense que si M. Macron se mouille un peu et qu'il fait ça, bon, il a d'autres choses à faire aussi, et en même temps, c'est pas facile. Mais je pense que c'est un sujet qui fait l'unanimité. En tout cas, merci et continuez à faire ce que vous faites. Je vous remercie pour moi.
Merci, docteur Meignier, pour ces remarques, à la fois leur simplicité et puis leur profondeur en même temps. Monsieur Claes, je ne sais pas si vous souhaitez réagir, et puis éventuellement la salle aussi, éventuellement nous poser des questions. Juste un mot, Monsieur Claes. Je vais pas être d'accord avec Antoine Meignier. Je partage tout ce qu'il a dit. C'est vrai que les critiques, il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. Vous parliez l'avortement et la loi de Simone Veil. Ayons en tête le temps qu'il a fallu pour arrêter de culpabiliser les femmes qui devaient parfois, dans des situations très difficiles, demander l'interruption volontaire de grossesse. Sur la fin de vie, c'est le même sujet. L'Espagne a légiféré. Et sur le terrain, au quotidien, faire vivre la loi est extrêmement difficile. Donc, c'est un sujet qu'il faut qu'on ait en tête. La loi est indispensable, mais faut-elle qu'elle soit appliquée après, hein, que ce ne soit pas pour nos concitoyens des choses impossibles. La deuxième chose, et c'est une critique qu'on entend, que j'ai entendue lors d'une réunion que j'ai pu animer, dire mais oui, on va faire cette loi et où ça va s'arrêter après. Moi, je ne fais que répéter tout ce qu'a fait le législateur depuis 20 ans, et quelles que soient les sensibilités politiques, il y a une cohérence. Je crois que sur ce sujet-là, précisément, tout ce que vous avez dit, vous avez conjugué la devise républicaine. On appelait à la liberté pour la personne. Vous avez décrit ce qui se passait sur les soins palliatifs. L'injustice, l'inégalité qui pouvait exister. Donc le mot égalité. Et enfin, si on légifère sur ce sujet, et on va légiférer, j'en suis convaincu, les parlementaires vont légiférer, il y a à faire vivre cette notion de fraternité ou de solidarité, c'est-à-dire faire en sorte que ce droit nouveau puisse être accompagné. Il faudrait éviter, et je crois que c'est le vrai sujet central, c'est un sujet sociétal, ce n'est pas un sujet médical. Il faut faire attention à cela. Moi, je comprends l'interrogation des médecins, des personnels soignants, je comprends parfaitement, surtout à un moment où les tensions à l'hôpital existent. Mais il faudra aussi faire vivre cette loi lorsqu'elle sera mise en place. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, je vous le dis simplement, je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour légiférer. Alors vous allez me dire, pourquoi pas avant? C'est comme dans toute société. Société, c'est un rythme, c'est une évolution. Et voilà. Le mariage pour tous a été rappelé, ce qu'a subi Simone Veil, y compris lorsqu'elle a prononcé son discours à l'Assemblée nationale. Je m'en rappelle encore. Hein, tout ça peut paraître très loin de nous, mais voilà, c'était hier. Donc voilà. Et merci pour vraiment votre témoignage. Albert Roche, médecin. Je remercie d'abord Alain Claes et Antoine. Et moi, je suis dans l'ambiguïté. Pourquoi? Parce que, tu l'as dit, tous les cas sont particuliers. Et on a fait comme toi, on n'a pas aidé à mourir, on a presque donné la mort au dernier moment. Ce que tu dis qu'il faille protéger le médecin, tout à fait d'accord, et je crois que ça, c'est important. Nous devons protéger le médecin qui accompagne jusqu'au bout son patient, son ami qu'il a connu depuis longtemps. Je crois qu'il faut craindre quand même des différents débordements en EHPAD, notamment. Je crois qu'on ne se pose pas assez la question. Légiférer, moi j'ai peur. Je dis qu'il faut, mais en même temps je crains. Donc c'est très difficile de mettre chaque cas particulier et mettre une loi pour chaque personne. Je crois que c'est un peu difficile.
bien sûr que les médecins ne sont pas forcément, nous devrions, et ça fait des années, 10 ans, plus de 10 ans, nous devons non seulement divulguer la loi, mais la faire connaître de l'ensemble des médecins. Mais je reste encore, et je le dis, je suis dans une ambiguïté, mais tout ce que tu dis, j'en suis convaincu, tout ce que dit Alain Claes, j'en suis également convaincu, donc les choses ne sont pas si simples. C'est tout à fait d'accord avec toi. Après, il faut s'engager, il faut qu'il y ait des actes. Après, je pense que chaque personne qui est devant moi, il faut penser si ça t'arrivait à toi. Moi, je pose la question. Si demain, toi, tu es dans mon cas, ce que je ne te souhaite jamais parce que je t'aime trop, mais, mais vraiment, si jamais ça t'arrivait à toi, je te promets que la nuit, moi, tu vois, la journée, je me bats, je fais plein de trucs, je suis dans mon Pays Basque, je suis fou de joie. Je mange bien, d'ailleurs, trop. Mais par contre, la nuit, c'est une torture. Et puis j'ai peur. Au médecin, à la personne que je connais et qui m'accompagnera et qui ne me laissera pas souffrir. Ça, c'est certain. Albert, veux-tu être cette personne? On parlait juste d'égalité, mais justement, entre guillemets, le luxe que vous pouvez avoir l'un ou l'autre, c'est d'avoir les réseaux qui vous permettent de faire ça. Il ne faut pas oublier toutes les personnes isolées qui n'ont pas les réseaux, et que le réseau institutionnel ne fonctionne pas. C'est-à-dire que finalement, pour ceux qui n'ont pas de réseau, c'est la République. Et là, sans doute sur ce point-là, il y a un gros boulot à faire. Vous avez raison, mais la situation actuelle, pour ceux qui n'ont pas de réseau, est extrêmement difficile. Aller partir à l'étranger, c'est très compliqué. Moi, je vais vous situer un cas, je peux dire son nom, c'était une parlementaire, députée, Mme Guinchard. Elle a été parlementaire avec moi et en 2016, elle nous a soutenus sur la loi. Et elle est atteinte d'une maladie qui ne pouvait pas se soigner. Et elle m'avait dit, Alain, lorsqu'arrivera le moment, je demanderai une aide active à mourir. Elle a été prise en charge par les soins palliatifs en l'est de la France. Et malgré ça, elle est partie en Suisse pour avoir une aide active à mourir. Donc là, elle avait été bien prise en charge, mais elle ne pouvait pas. J'ai d'autres cas où c'est différent, hein, pris en charge par des soins palliatifs, la personne, etc. C'est vrai que chaque personne, à ce moment précis, a sa propre réaction. C'est pas ce qu'on demande à la loi. On demande simplement à la loi d'organiser cette liberté, d'organiser sans prendre la liberté des autres, mais organiser cette liberté. Voilà. Et après, c'est quand même dans le dialogue entre la personne, les proches, les médecins, où la décision se prend, mais c'est au moins permettre cette liberté. Je crois que c'est ça le débat aujourd'hui. Je préfère qu'il y ait une loi. Je vous ai entendu, toi, que l'autre solution, c'est quoi? C'est le juge. Oui. Un contentieux et le juge et la jurisprudence. C'est pas digne d'une démocratie. J'ai rien contre les juges. Écoute, comprenez bien ce que je vous dis. Mais c'est quand même une démocratie doit prendre ses responsabilités à un moment ou à un autre. Je suis tout à fait d'accord. J'ai mon ami qui m'a rejoint, qui est un médecin et qui lui aussi m'a remué, m'a cassé les portes pour que je me remue et pour écrire la loi. Je pourrais réécrire la loi, qui est mon copain joueur de rugby, Serge Simon, qui est là. Et nous en avons discuté et on en discute beaucoup, parce que c'est lui qui m'a dit, je lui ai demandé, tiens, j'en parle dans mon livre, je ne l'appelle pas Serge Simon, parce qu'il était trop connu, et donc je l'appelais Gilles. Mais je lui disais que, voilà, est-ce qu'il serait d'accord pour le faire? Il m'a promis qu'il le ferait. Et lui, dans son cas particulier, c'est pour ça que je parle de lui là aussi, c'est qu'il a sa maman qui, sans dévoiler le secret médical, mais il serait tout à fait d'accord pour que j'en parle, qui a une maladie d'Alzheimer. Et cette maladie-là, justement,
affreux de se dire qu'elle n'est pas capable. Donc elle a peut-être pas fait, je ne sais pas si elle a fait ou pas la confiance, enfin la déclaration de personne de confiance. Mais n'empêche que dans ces cas-là, moi je me dis j'ai la capacité intellectuelle jusqu'à la fin de choisir de mourir dans ma dignité. Mais les personnes qui ont cette maladie-là ne peuvent pas. Et d'autre part, pour en revenir à l'exemple de la Suisse, juste un petit détail, c'est qu'il faut avoir les moyens. Qui peut dépenser de l'argent pour ça aujourd'hui? On n'a pas d'argent pour payer des essences et faire les courses au marché. Et en plus, pour mourir, il faut payer 8000 balles. Je trouve ça, je parle avec mon langage vulgaire, mais les moyens, ça compte aujourd'hui. Et puis c'est hypocrite aussi de dire, en France, nous pour l'instant, enfin j'exagère tout là, mais c'est caricatural, mais pour l'instant, on ne fait pas, on va voir. Mais si vous voulez aller en Suisse, vous pouvez y aller, vous prenez le train et vous allez en Suisse, c'est pas loin. Et voilà. Et ça m'énerve, ça un peu. Alors, pour être tout à fait clair, dans les projets qui existent actuellement, qui sont sur la table, la maladie d'Alzheimer n'est pas prise en compte, car elle pose par elle-même des sujets que vous venez d'évoquer, on ne va pas ouvrir le débat là-dessus, il n'est pas pris encore. Je ne vais pas préjuger de ce qui décidera des législateurs, mais ça me paraît très difficile aujourd'hui. Oui, bonjour. Moi, je suis médecin aussi, mais j'étais pédiatre. Donc, j'ai pas eu, heureusement, depuis l'oncologie pédiatrique, heureusement, j'ai pas eu ce genre de situation à traiter. Mais je me demandais quels étaient les cas de figure, les situations qui ne peuvent pas être traitées par la loi actuelle et dans lequel, donc, qu'est-ce que vous allez rajouter dans la future loi qui va arriver, qui n'existe pas sous une forme ou sur une autre dans la loi actuelle? La chose principale, qu'on appelle comme on veut, une aide active à mourir, une aide à mourir. La loi de 2016, si vous voulez, loi 2016, ça a été rappelé par notre animateur, médiateur, dit, c'est pour ça que je suis un peu gêné, moi ayant voté et fait cette loi, disent, oui, mais ce n'est pas l'effet principal. On veut alléger la souffrance et la conséquence, c'est éventuellement le décès. Donc, accélérer le décès. Non, le sujet dans cette loi, au-delà du volet soins palliatifs, l'aide à mourir, ou l'aide active à mourir, c'est l'utilisation d'un produit létal. Je crois qu'il faut qualifier les choses. C'est ça l'objet du débat aujourd'hui. Je rappellerai juste que dans le cadre juridique actuel, ce sont des personnes qui sont maintenues en vie par des traitements. Donc ce sont des personnes qui sont déjà en fin de vie. Là, le débat, ce qui se pose, et c'est le débat, la question d'Antoine Meignet, c'est plutôt, c'est-à-dire ne pas attendre cette situation-là, et avec son libre arbitre, c'est-à-dire effectivement sa conscience, et ce qui peut poser problème pour la maladie, par exemple d'Alzheimer, c'est de poser ses propres limites et de dire à ce moment-là, moi, je décide que ça s'arrête là. Et le cadre législatif actuel ne permet pas de répondre à ces demandes. Et c'est pour ça qu'on change, je disais, de logique, car on bascule à ce moment-là dans une logique de faire mourir la personne. Et c'est ce travail-là, je pense, aujourd'hui, qui est, entre autres, c'est tout l'environnement, comme vous l'avez rappelé, toute la prise en charge, etc. Mais c'est le déplacement de ce curseur qui est au centre, en fait, de la difficulté et du débat. Vous avez parlé des personnes qui sont en souffrance, donc une souffrance physique par rapport au... Il faut parler plus fort. Vous avez parlé des personnes qui souffrent physiquement, qui sont en soins palliatifs. Et je voulais avoir votre avis par rapport aux personnes qui ont des maladies mentales, qui luttent contre les maladies mentales en permanence. Et ce n'est pas des personnes qui souffrent physiquement, ce n'est pas possible de le voir. Et du coup, par rapport à choisir sa fin de vie ou pas, qu'est-ce que vous en pensez sur le sujet des personnes qui sont atteintes de maladies mentales? Je vais après laisser la parole à M. Claes, mais en tout cas, moi, mon avis est, voilà, des personnes qui sont psychotiques au dernier degré, qui sont dans des hôpitaux de psychiatrie, c'est sûr que leur vie aujourd'hui pourrait correspondre tout à fait, à mon sens, pour moi, c'est ce que je pense en tout cas, mais c'est vraiment personnel. Mais dans ces cas-là, elle n'est pas capable de prendre la décision parce qu'elle n'a pas la tête. Donc c'est là où la déclaration d'une personne de confiance peut être encore aussi importante, c'est primordial même. Mais dans ces cas-là, pour l'instant, on n'a pas fait parce que ça va être très dur de mettre le cursus, justement, comme
disait Laurent, de se dire, à partir du moment, parce que faire le fou, on peut simuler à la limite. Moi, mon électromyogramme, il est comme ça, il est comme ça. Après, on voit les personnes. Et puis, d'autre part, je pense qu'il y a des projets, des progrès thérapeutiques qui vont avancer dans la psychiatrie qui n'existent pas dans la maladie de Charcot, en tout cas actuellement. Depuis 25 ans, on n'a pas sorti un antidépresseur nouveau, le Prozac étant il y a 25 ans. Donc, je pense que peut-être que ça peut avancer beaucoup en psychiatrie. Mais en tout cas, j'estime que quand je vois des personnes... Moi, je vais dans un centre d'autistes, je suis allé voir un dentiste d'enfants dans le Pays Basque, là. Quand je vois là, je me dis, mais c'est quoi cette vie? C'est des enfants autistes qui ont 1 an de maximum de mentalité. Et c'est vrai que dans ces cas-là, la vie... Mais là, le problème qu'il y a, c'est que ce sont les parents qui souffrent. L'enfant, il ne souffre pas. Est-ce que la personne souffre ou pas? Je ne sais pas. Non, je n'ai rien à rajouter. On n'a pas pris en... Mais le sujet est entier, mais on n'a pas pris en compte les problématiques de santé mentale. Santé mentale et enfants sont des problématiques qui doivent être abordées, mais qu'on n'a pas abordées. Alors c'est très clair, dans la Belgique, la Suisse, les pays proches de nous, ça se passe très bien parce que c'est bien légiféré. Par contre, dans certains pays, le Canada, l'Australie, c'est pas du tout bien fait. Et c'est que la fourchette est très large. Et donc, à ce moment-là, c'est très dangereux. Et il y a ce danger-là, je l'avoue très bien, hein, mais je crois que c'est assez simple de dire que telle maladie, il n'y en a pas 50 000 maladies au monde qui sont non guérissables, condamnables. Enfin, normalement, vous avez devant vous un condamné. Et moi, je ne vais pas l'être de suite, hein, rassurez-vous. Enfin, rassurez-vous pas, je vous en foutez peut-être, mais je ne vais pas être condamné de suite. Mais par contre, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est très clair. Il n'y a pas 50 maladies. Vous prenez une maladie de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie de cancer en dernier degré. Alors, voilà, là, on peut. Voilà. Mais par contre, les autres, ça se passe bien. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de loi. Tout est identique et tout. Mais par contre, attention au diagnostic initial. Marc Minguenet, je suis médecin et puis administrateur de la Fondation Anthony Minguenet, promouvoir des prises de conscience éthiques. D'abord, excusez-moi de mon retard, je me suis trompé d'horaire. C'est pas grave. Et puis surtout, je tenais à remercier les intervenants et LEH d'avoir mis à l'ordre du jour ce débat. Car nous sommes en plein dans un sujet de société et dans un dilemme éthique qui amène à des formes directes ou indirectes de conflits. Alors, nous parlons des droits. Le droit du patient, le droit du médecin, le droit de la société. Mais je pense qu'il faudrait aussi aborder la notion des devoirs. Et le devoir du médecin, c'est aussi d'aider au maximum, c'est de soigner une souffrance. Alors ça oblige à prendre des décisions qui sont terribles, mais ça oblige aussi à aller au-delà de sa propre souffrance. Vous l'avez très bien exprimé tout à l'heure. Et alors, nous abordons une autre notion, c'est la notion aussi de l'empathie, la notion de la bienveillance, du savoir aller vers l'autre, de la notion de responsabilité, d'altruisme. Un terme a été dit tout à l'heure, la notion de fraternité, oui, c'est-à-dire savoir se mettre, me semble-t-il, à la place de l'autre et savoir jusqu'où on peut aller. Mais alors, se posent des problèmes dans ce dilemme. À la fois, il y a la détresse du patient, mais il y a la détresse du médecin, ça a été cité, mais dans la notion de l'engagement, jusqu'où peut-on aller en toute liberté de conscience? Car il y a les dérives qui existent. À la fois les dérives vis-à-vis du patient, avec les conflits d'intérêts, les abus de faiblesse qui peuvent exister, mais les dérives aussi vis-à-vis du médecin, qui peut être aussi en fragilité psychologique et qui croit des fois bien faire. Vous l'avez exprimé, et on le connaît tous, des personnes en situation de détresse psychologique qui reviennent sur leurs décisions par la suite. Alors je pense qu'il va falloir peut-être, dans ce projet de loi, autoriser, mais savoir que la personne qui fait cet acte doit toujours répondre de ses actes, mais répondre au sens positif, pas obligatoirement au sens pénal, mais au sens éthique. Et avoir la responsabilité de ses actes et lui laisser toujours le libre choix, ça a été expliqué. Et je pense que quand on arrivera dans cette dimension de pouvoir, car ce sujet de société sera incontournable, ça sera peut-être, quand on arrivera à respecter le choix authentique du patient, ça sera peut-être une belle évolution de la conscience de notre humanité.
peut-être que notre société arrivera à une forme authentique d'humanité. Voilà ce que je voulais exprimer. Merci. Mais j'aimerais qu'on puisse parler de ce débat, justement. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec plein de tout ce que vous avez dit. Après, je pense aussi que la responsabilité qu'a le médecin, entre guillemets, euthanasieur, je ne sais pas comment on peut dire, enfin celui qui va aider à mourir, il faut aussi qu'il soit entouré. Le jour où j'ai fait mon infarctus à Bayonne, je vous donne un détail bien pratique, je vois arriver un médecin qui vient dans ma chambre, il me discute et il se présente parce que ce monsieur a fait partie de l'actualité pendant très longtemps. C'était le médecin qui avait été condamné qui avait été le docteur Bonnemaison, pour ne pas le citer, qui est venu me voir. Alors, quand vous avez une maladie Charcot, vous arrivez en hélicoptère, vous faites un infarct, vous voyez arriver Bonnemaison dans la chambre. Bon, je me suis dit, putain, c'est pas le jour. Hein. Et en fait, j'ai discuté avec cet homme charmant, demeurant, qui n'a pas été condamné pénalement, c'est très important, qui a été condamné par le Conseil de l'Ordre, enfin condamné, il n'a pas le droit d'exercer par le Conseil de l'Ordre, mais qui est passionné, qui travaille à l'hôpital en administratif, il prend les dossiers et il agrafe, il a un boulot, c'est preuve de... Je trouvais un homme humain, paradoxal. Je pense que mon sentiment, je l'ai vu 10 minutes avec des perfusions et de trinitrine et compagnie, hein, donc je ne peux pas vous dire, je ne vais pas faire un diagnostic. Je pense qu'il pensait bien faire, mais je pense que cet homme est très fragile psychologiquement et que quand il était là, il avait plein de pouvoir, il se sentait pour Dieu, il se sentait comme un homme qui a des troubles de l'humeur, il voyait une personne de 98 ans, il se disait c'est mon rôle de le faire, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et donc, je pense que ce qui serait très important, c'est que les personnes qui vont être habilitées peut-être à pouvoir aider à mourir soient elles aussi surveillées pour voir si elles sont bien équilibrées, si elles sont bien, tout va bien, etc. Je trouve que c'est évident. Parce que cet homme-là j'ai trouvé honnêtement très humain. Et vous avez tout à fait d'accord de dire que l'humanité, mais surveiller tout ça. Voilà. Une loi, oui, mais une loi simple et efficiente. Tu suggérais à l'instant une commission avec des médecins, des religieux, des philosophes. Mais il ne faut pas en faire une usine. Il faut que ce soit simple et puis que cette loi puisse être appliquée. Car il y aura possibilité de voie de recours. Oui. Qui est-ce qui aura voix prépondérante? Donc il faut que ce soit le patient avec des médecins, mais que ce soit assez simple. Il ne faut pas en faire une usine, car sinon on n'y arrivera pas. On va perdre beaucoup de temps. Donc tu as déjà beaucoup avancé, et je pense qu'il faut travailler dans cette optique-là. Une loi, oui, mais une loi qui s'applique et qui ne soit pas éternellement remise en cause avec des délais fort longs, des délais de recours, et le malade il pourra mourir 3 fois avant que la loi ne soit appliquée véritablement. Je voulais juste faire une remarque sur les chiffres qu'a donné M. Claes sur le nombre de départements qui ne bénéficient pas de services spécifiques de soins palliatifs. Et il me semble qu'on ne peut pas détacher le lien entre l'offre de soins et la demande d'euthanasie. Je m'en inquiète beaucoup, ça fait des années, et je me demande si le contexte actuel dont a parlé le député n'augmente pas justement les demandes collectives plutôt vers l'évolution de cette loi. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, je rejoins la pédiatre qui a posé la question de quelles sont les situations concrètes qui ne pourraient pas être prises en charge par la loi actuelle. Je n'ai pas très bien compris la réponse. Et donc, je m'inquiète des dérives possibles compte tenu de l'offre très, très, très insuffisante qu'il y a pour accompagner les personnes. J'ai quelques doutes sur l'évolution avec le joli mot d'accompagnement. Je suis soignante, enseignante et patiente, donc j'ai quelques idées là-dessus et j'en suis très inquiète. En tout cas, personnellement, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je pense que les maladies, il faut que ça soit vraiment délimité. Je vais vous dire, il n'y a pas 50 000 maladies incurables aujourd'hui. On a de la chance de pouvoir avoir aujourd'hui un arsenal thérapeutique et le nombre de cancers soignés qui étaient évolués, même des cancers métastatiques. J'ai vu une femme de 40 ans, une de mes dernières malades, qui avait un cancer du poumon et des métastases osseuses, des métastases hépatiques. Ça fait 5 ans qu'elle est en rémission complètement. Donc à ce moment-là, il faut le cadre de loi. Mais
honnêtement, si vous me trouvez quelqu'un d'une sclérose latérale amyotrophique qui s'en est sorti, j'en connais pas. Oui, vous? Bravo. Les miracles, ça peut exister. Oui, je suis allé à Lourdes. Je suis allé à Lourdes, honnêtement, j'ai existé. Mais je suis pas forcément un croyant, mais je suis allé à Lourdes et ça m'a beaucoup ému. Et je me dis que tout est possible. N'empêche qu'aujourd'hui, vous me voyez aujourd'hui, je suis à peu près dans le même état que j'étais il y a 2 ans. À part que je dors moins bien, que je marche moins bien, etc. Mais n'empêche que je crois que la force du malade et de l'entourage du malade est capitale. Mon fils est dans cette assemblée, je ne vais pas le regarder, sinon je vais pleurer. Mais s'il n'avait pas été là, des amis aussi qui sont proches, qui soutiennent. Donc il y a tout le cadre. Et on n'est pas égaux là-dedans. Parce qu'il n'y en est pas égaux. En tout cas, tout ce que vous avez dit, les diagnostics, je crois qu'il faut bien cerner le diagnostic. Le miracle. Oui, ce que je voulais dire, c'est que donc, moi, je suis médecin, membre du Conseil de l'Ordre et de l'espace régional d'éthique, gériatre. Donc j'ai passé ma vie à accompagner des personnes très âgées qui de toute façon allaient la plupart du temps mourir. Et on ne se situe... Enfin, je veux dire, il me semble que dans ces cas-là, la loi ne s'applique pas. Parce que la plupart du temps, ces personnes ne demandent pas à mourir. Elles demandent à être soignées, à être entourées, à être respectées, à ne pas souffrir, bien sûr. Voilà. Mais le problème, c'est le moyen terme. Le problème, c'est le moyen terme. Quand on vous voit là... Oui. Monsieur Meignier, j'ai lu votre livre, j'en ai même fait un petit résumé pour le bulletin de l'Ordre. Je l'ai trouvé très intéressant. Il est très beau, votre livre. Je comprends parfaitement. Mais si vous me demandiez là, maintenant, si vous disiez là, maintenant, tel qu'on vous voit, demain, je veux partir. Demain, je veux partir. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne le ferez pas. Je n'arriverai pas à le faire tel que je vous vois là. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué. C'est le moyen terme. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour les médecins. La preuve, même pour moi. Parce que quand j'ai eu mon infarct, je n'ai pas eu envie de mourir. Je sais. Et donc, ça veut dire que... Mais il y aura un jour... Moi, vous savez, j'ai dit, c'est mes mains. Le jour où je ne pourrai plus bouger mes mains, les jambes, je peux m'en sortir. Le jour où je ne pourrai plus bouger le main, c'est-à-dire que je serai dépendant complètement. C'est-à-dire que pour aller aux toilettes, il faudra que quelqu'un m'essuie les fesses. Mais il faut parler crûment. Quand il faudra me moucher, qu'il faudra me faire manger, ce jour-là, je n'ai plus envie de vivre. Je vous le dis carrément. Vous avez très bien dit, c'est ma dignité. Voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, la dignité, c'est quelque chose qui est entièrement personnel. On ne peut pas la décrire comme ça. Bon. Mais ce moyen terme, vraiment, il pose problème. Moi, j'aurais vraiment l'impression de vous tuer. Oui. D'accord. Demain matin, j'aurais vraiment l'impression de vous tuer. Allez, on dit après-demain. Les personnes que j'accompagne et qui sont très malades à court terme, j'ai l'impression de les accompagner, même s'il faut monter un peu les doses pour que la souffrance soit totalement... Voilà. Et je crois que c'est ça, nous soignants, qui nous paralyse. On aura l'impression de faire un geste vraiment létal. Et pourquoi est-ce que ça serait aux soignants de le faire, dans le fond? Parce que tout le monde ne meurt pas à l'hôpital, tout le monde ne va pas se trouver en soins palliatifs. Il n'y en a pas suffisamment, mais il y a plein d'autres services de médecine où les gens meurent aussi, et pas forcément très bien, malheureusement. Vous voyez, dans le fond, puisque c'est un sujet sociétal, pourquoi est-ce que la société, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des gens ça existe dans d'autres pays, qui sont volontaires pour pratiquer cet acte? Voilà, ça me conviendrait mieux, vous voyez. Ouais. Après, le terme de court terme ou de long, court terme et moyen terme, ça doit être défini dans la loi. Ça, c'était évident. C'est-à-dire qu'il faut poser des cadres. Parce que, comme je vous dis, aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie de mourir. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre longtemps. Dans le rapport de la Commission nationale citoyenne qui s'est réunie, c'est un des problèmes majeurs, le délai. Enfin, je ne connais pas le texte, mais comme ça, je dirais, ce serait très, très étonnant que le législateur prévoie un délai. Mais bien sûr, mais parce que on aura des choses sur délai raisonnable, ou des choses comme ça. Mais parce que l'appréciation d'un délai est toujours... Je parle d'appréciation du délai. Voilà, quelqu'un... 3 mois avant, va se dégrader brutalement et très vite, et d'autres vont rester dans un état. Et je pense que je comprends ce qui était dit tout à l'heure, d'avoir des critères simples, etc., mais c'est tellement complexe et individuel que mettre des critères temporels stricts sur des questions comme ça, je comprends que ça puisse rassurer en disant voilà, je suis dans les clous, je ne suis pas dans les clous.
Mais ça me paraîtrait, pour le coup, un souci du détail inutile et contre-productif, je pense. Et je pense que dans la loi, il n'y aura pas de délai. Comme pour les directives anticipées, elles sont contraignantes, sauf si elles sont manifestement inappropriées. Bon, ben voilà. On a toujours des soupapes de sécurité, finalement. Je voulais juste intervenir. Je suis médecin de soins palliatifs, Véronique Averrousse. Je rebondis sur le terme de raisonnable. Ça me fait penser aux risques. On a bien évidemment évoqué les risques. Au Canada, il n'y avait justement pas de délai précis. C'était la mort raisonnablement prévisible. Et certaines personnes qui n'avaient pas dans leur pronostic une mort raisonnablement prévisible, on va tous mourir de façon raisonnable, mais raisonnablement prévisible, c'est que le pronostic est engagé sans qu'il y ait de délai qui soit très précis. Et il y a des personnes qui ont trouvé que c'était injuste parce qu'ils avaient des pathologies, des grands handicaps, et pensaient que c'était injuste qu'ils ne puissent pas bénéficier de l'euthanasie. Ils ont saisi la constitutionnalité, ils ont été entendus et ça a été enlevé. Donc il suffit de souffrir sans que la mort soit raisonnablement prévisible. Donc ça, c'est pour le Canada. Et la première loi, c'était en 2016 quand même, donc ça a été très très vite. Puis en Belgique et en les Pays-Bas, il y a quand même... le cadre, c'est quand même très très assoupli de façon dangereuse, même dans les pays les plus proches. Donc voilà, je suis aussi très inquiète. Ça a été un peu évoqué. On avait dit qu'on aurait un petit temps pour que vous puissiez échanger éventuellement avec Antoine Meignier et puis le retrouver auprès de son ouvrage. Si vous avez envie. Hein. Si vous avez envie, c'est pas obligatoire. Hein. Mais je suis sûr qu'il sera ravi non, mais il y a Denis Mola qui me soutient depuis le début de ma maladie, et c'est un médecin avant tout, et ça fait plaisir de pouvoir être édité chez Denis Mola qui est avec nous aujourd'hui, qui nous fait le grand honneur, et sa femme qui est médecin aussi, et il m'a soutenu pour que ce livre sorte et qu'il soit édité et dont on fasse la publicité avec des très bons attachés de presse. Et c'est vrai que de ce côté-là, moi je vous dis, avant de parler de fin de vie, j'ai envie de parler de ma guérison, donc j'espère que la recherche, pour vous situer quand même, parce que une maladie, on en parle beaucoup de cette maladie Charcot. Malheureusement, ça piétine. Ça fait pas beaucoup il y a des tentatives à droite, à gauche. Il y a à peu près 150 cas de maladie de Charcot à Bordeaux, par exemple, par an. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est-à-dire c'est quand même nombreux. C'est pour ça qu'il faut qu'il y a 150 cas comme moi qui sont là. Mais moi, j'ai une chance inouïe. J'ai la visibilité, j'ai le corps médical. Jean-Luc était là pour le premier, je lui ai dit, j'ai les muscles qui sautent, je suis fatigué, j'ai mal aux jambes. Je vous jure, il n'était pas très bien au téléphone, il ne m'a pas dit le mot, mais va voir plutôt quelqu'un en attendant, tu es peut-être fatigué, il savait très bien ce que j'avais. Et ça a toujours été mon médecin, parce que c'était mon copain de fac qui était le meilleur. Mais ce que je veux dire, j'ai eu de la chance de pouvoir appeler Jean-Luc, qui m'a trouvé une place de suite en neurologie, etc. Moi, j'ai une chance inouïe, et je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, il faut essayer d'aider pour la recherche, et je pense que c'est la plus grande chose à faire, parce qu'il faut continuer. On est au point zéro. Le docteur Lemasson, qui est mon neurologue, professeur Lemasson, qui est un homme que je croyais être mon bourreau, et qu'aujourd'hui, j'ai un syndrome de Stockholm, je suis presque amoureux de lui. Et donc... il cherche tous les jours, mais il ne trouve pas, alors qu'il faudrait qu'il se démerde un petit peu quand même. Bon.